Télé 50, simplement congolais. Vive tension autour du dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. La SENCO et les CC sont accusés de sabotage par la plateforme des confessions religieuses, tandis qu'elles défendent une inclusivité élargie à tous les acteurs du conflit, y compris les groupes armés. Le bilan des attaques des ADF à Lubero passe à 21 morts dans les secteurs de Bapéré, des maisons incendiées, des biens détruits et une vive indignation de la société civile face à la non-intervention des services de sécurité dans un contexte de violences persistantes dans la région. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le dialogue national inclusif en République démocratique du Congo est au cœur d'une vive controverse. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo sont accusés par la plateforme des confessions religieuses au Congo d'avoir saboté la feuille de route commune présentée en août 2025. La SENCO-SCC affirme que l'inclusivité signifie impliquer tous les acteurs concernés par le conflit, y compris les groupes armés, pour promouvoir la paix et la stabilité dans le pays. Le désaccord entre le parti porte sur la question de l'inclusivité, un principe fondamental pour la SENCO-SCC qui estime que les groupes armés doivent être impliqués dans les discussions pour trouver une solution durable au conflit. Selon elle, l'exclusion de ces groupes pourrait compromettre les chances de trouver une paix véritable et durable dans le pays. La SENCO-SCC considère que l'inclusivité est la clé pour bâtir un processus de paix solide et crédible qui prenne en compte les préoccupations et les besoins de tous les acteurs concernés, y compris les groupes armés. Et donc, que cela apparaisse clairement dans la rhétorique ou dans la narration du président Tshisekedi, c'est déjà une évolution. Donc ici, je voudrais juste qu'on comprenne, ce n'est pas une demande expresse des églises qui est un dialogue inclusif, c'est un consensus national et international. Et puisque vous demandez quelle est la compréhension, pour nous, c'est avec tous les acteurs concernés ou impliqués dans les conflits. Dans ceux qui ont pris les armes. Dans ceux qui ont, comme ça on l'a dit, c'est pourquoi nous sommes allés à Goma dès les débuts, parce que nous avons reconnu la responsabilité de ceux qui ont pris les armes et tous les autres acteurs. En revanche, la plateforme des confessions religieuses au Congo craint que l'implication des groupes armés dans les discussions ne légitime leurs actions violentes et ne compromette la sécurité du pays. Selon elle, cela pourrait être perçu comme une récompense pour leurs actes de violence et de déstabilisation, plutôt que comme une incitation à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. La plateforme des confessions religieuses au Congo estime que la priorité doit être donnée à la protection des civils et à la restauration de l'autorité de l'État, plutôt qu'à la négociation avec des groupes qui ont pris les armes contre le gouvernement. Une partie de ceux qui ont signé cette feuille de route l'ont saboté. Déjà, je vais être direct que l'ECC et SENCO, ils font cavalier seul. Parce que l'objectif était de mettre toutes les initiatives ensemble. Les États-Unis, quant à eux, mettent en avant les rôles cruciaux que jouent la SENCO et l'ECC dans les processus de paix en RDC, en particulier dans la facilitation d'un dialogue national inclusif. Ils soulignent également l'importance de l'implication de tous les acteurs concernés, y compris les groupes armés, pour promouvoir la cohésion sociale, l'unité nationale et les principes de bonne gouvernance. Notons que ces désaccords soulignent les défis complexes auxquels le processus de paix en RDC est confronté et la nécessité pour le parti de trouver un terrain d'entente pour avancer vers la paix durable. Le déguerpissement de la population de Paka-Djouma à Kinshasa était au cœur de l'audience entre le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, et un collectif des députés nationaux de Moamba représentés par Dorothée Madia et Eyangamboyo Venance. En leur qualité d'élus nationaux, ces deux personnalités ont exposé les conditions de précarité auxquelles les populations de ce quartier périphérique sont exposées après l'action de l'hôtel de ville de Kinshasa.
Durant plus d'une heure, les 3 personnalités ont passé en revue la situation de ces populations, soulignant l'importance du respect des droits humains, quoique sur le plan juridique, cette action soit valable. À en croire le ministre Samuel Bemba, une piste de solution est envisagée et sera sans doute débattue à la prochaine réunion du Conseil de ministres. Nous avons été en conférence avec le VPM intérieur et la ministre d'État, ministre des Affaires sociales. Alors, ensemble, nous nous sommes dit que le problème doit être débattu en Conseil des ministres pour voir quelles orientations prendre. Mais sur le plan juridique, strictement parlant, il s'agit d'une occupation illégale et il ressort de l'étude de ces dossiers à notre disposition que les occupants de ces sites avaient été mis en demeure par la société Onatra depuis 12 mois déjà et la ville dans le cadre des travaux depuis 6 mois. Les 2 députés de la ville de Kinshasa n'ont pas manqué de remercier le ministre Samuel Bemba Kabouya pour sa promptitude et son implication en faveur de ces populations. Et j'en profite pour dire merci à monsieur le ministre des Droits humains pour sa disponibilité. Nous l'avons contacté hier soir. Et aujourd'hui, il nous a reçus en urgence au regard de la situation. Et pour cela, nous lui disons, j'en profite pour lui dire merci au nom de mes électeurs et au nom de nos autres collègues députés. Il s'y dénote que, dans l'exercice de ses fonctions, le ministre des Droits humains a pour mission principale de veiller à la promotion et à la protection des droits des Congolais. Dans le cas d'espèce, il n'intervient pas pour condamner les actions menées par la ville de Kinshasa, mais plutôt pour réfléchir aux mesures d'encadrement de ces populations, quoique occupant illégalement le site. Le secteur pétrolier congolais enregistre un signal fort de redressement financier. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers s'est réuni ce mardi 10 février à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba et sous la présidence du secrétaire général à l'économie nationale Abolia Taba Mopolo. Au cours de cette session de travail, le comité a procédé à la certification des pertes et manques à gagner de la zone ouest pour les 4e trimestres 2025, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2025. Cette certification a permis d'établir pour la dite période un gain de plus de 22 millions de dollars en faveur de l'État congolais. Les gains certifiés au cours de ce 4e trimestre 2025 résultent notamment de l'évolution favorable de plusieurs paramètres structurants, parmi lesquels le prix moyen frontière commerciale, les volumes certifiés par le ministère des Hydrocarbures, ainsi que le taux d'échange officiel publié par la Banque centrale du Congo. À l'issue de ces travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a félicité les résultats désormais vers un mode de gestion plus autonome depuis près de 2 ans avec l'accompagnement du système bancaire sans recours au financement du trésor public. Daniel Mukoko Samba a rappelé que la volonté du gouvernement est de se rapprocher progressivement de la vérité des prix tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs. Joseph Makondo, président du comité professionnel des pétroliers nationaux, s'est réjoui du fait qu'une nouvelle ère arrive dans leur secteur d'activité. En principe, 2026 ne doit plus faire objet de pertes et manques à gagner. Dans ce sens que l'allure que nous avons déjà prise depuis que nous avons commencé avec T4, avec la nouvelle structure du mois de novembre, on ne peut plus parler de pertes et manques à gagner. Nous avons une sorte de génération de gains, mais l'objectif du gouvernement par rapport à la structure des prix, ce n'est pas de pouvoir créer le gain, mais c'est plutôt maintenir les sociétés pétrolières dans leurs assiettes pour qu'elles puissent fonctionner et évoluer dans de bonnes conditions. Cet homme d'affaires, avec une expérience de plus de 10 ans, salue les efforts du gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec le VPM à l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. On n'a jamais vécu ça dans le secteur des hydrocarbures. Un pas de plus vers une gouvernance pétrolière modernisée, fondée sur des données certifiées et une meilleure maîtrise des équilibres financiers.
Une vidéo datant de près d'un an, récemment remise en circulation sur les réseaux sociaux, remet en cause le secrétaire général à l'inspection du travail pour des propos jugés tribalistes. Malgré ses explications publiques, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ordonné sa suspension, affichant une position de fermeté. Toutefois, des questions se posent sur le respect de la procédure ayant conduit à cette décision. Tout est parti d'une vidéo devenue virale, enregistrée il y a près d'un an. On y voit le secrétaire général à l'inspection du travail ordonner à des agents venus du Katanga de regagner leur siège. Des propos qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Certains dénonçant un discours à caractère tribaliste. J'ai pris la ferme décision de reprendre mes fonctions aujourd'hui. Et ceux qui sont venus du Katanga, ils ont que 48 heures de rentrer chez eux. Je vous remercie. Face à la controverse, l'inspecteur du travail est sorti de son silence pour apporter des précisions sur les contextes de ces déclarations et réfuter toute interprétation discriminatoire. La précision est la suivante. Dans le Grand Katanga, il y a des inspecteurs d'origine du Grand Bandundu, du Grand Équateur, du Congo central. Mais, de la même manière, il y a une partie des inspecteurs du travail qui sont venus du Katanga pour l'administration centrale sans commission d'affectation. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé sur le plan administratif que ceux qui étaient affectés dans les Grands Katanga puissent regagner leur lieu d'affectation avant de régulariser leur position administrative. Malgré ces explications, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a décidé de prononcer une mesure de suspension à titre conservatoire. En sus de ces images, d'autres faits non moins graves m'ont été rapportés. J'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique avec effet immédiat Monsieur Mboma Mouyoukou Jean-Paul. Mais au-delà de la décision politique, une autre question se pose désormais. La procédure ayant conduit à cette suspension a-t-elle été respectée? Selon plusieurs observateurs, le texte en vigueur exige notamment la notification officielle des faits reprochés, le respect du droit à la défense et l'ouverture éventuelle d'une enquête administrative préalable. Des éléments que les autorités compétentes devront clarifier dans les prochains jours. En attendant, les dossiers pourraient connaître une nouvelle étape sous le plan judiciaire, le concerné étant annoncé devant les instances habilitées à se prononcer sur les suites à donner à cette affaire. Reçu en audience ce lundi 9 février, le directeur général d'Expatman, Jean-Pierre Toumba, a échangé avec le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, autour de l'accompagnement des travailleurs expatriés sur le respect de la législation du travail en RDC dans la perspective de l'organisation prochaine du Katanga Business Meeting en mai prochain à Kolwezi. Au sortir de cette audience, Jean-Pierre Toumba s'est dit satisfait de la qualité d'écoute du ministre Ferdinand Massamba. Bonjour, je suis Jean-Pierre Toumba, je suis directeur général de la société Expatman SALU. Nous opérons principalement en aidant une partie du personnel expatrié à se conformer à la réglementation du travail et aussi au séjour qui est aussi une partie du fait qu'ils viennent en République démocratique du Congo. Eh bien, il était question aujourd'hui de parler avec les ministres sur la 7e édition du Katanga Business Meeting. Nous aurons un atelier sur lequel nous aimerions que les ministres nous accompagnent pour expliquer à cette partie d'expatriés qui vont rejoindre cette manifestation les cadres légaux en matière de travail des étrangers en République démocratique du Congo. Bien entendu, Monsieur le ministre fait d'énormes efforts et avec la vision du chef de l'État pour conformer ces secteurs-là et réglementer ces secteurs. Et nous avons parlé avec son Excellence sur cette partie et cette invitation qui est prévue au mois de mai dans la province du Lualaba. Le ministre était réceptif. Et le ministre a apprécié cette démarche. Il a personnellement donné
le fait qu'il va accompagner cette initiative parce qu'il est très important actuellement d'expliquer réellement que prévoit la réglementation en matière de travail pour ces personnes expatriées. Et d'une façon pédagogique, son Excellence a été très réceptif à cette démarche et très positif par rapport à cette démarche. À Cape Town, en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo marque les esprits. À l'Indaba Mining 2026, ce 11 février, le pays a organisé le DRC Breakfast, auquel ont pris part des investisseurs intéressés par l'offre stratégique de la République démocratique du Congo. En participant à ce forum, le gouvernement poursuit la valorisation de la RDC comme acteur central des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour les métaux de la transition énergétique. Ce mercredi 11 février, à l'Indaba Mining, la RDC a donné le ton à travers le DRC Breakfast organisé autour d'un thème stratégique, chaîne de valeur mondiale, l'argument économique en faveur des investissements en amont et en aval en RDC. Le pays a affiché une ambition claire, ne plus seulement extraire, mais transformer. Devant un parterre de parlementaires, de diplomates et d'investisseurs internationaux, le ministre de Mines, Luatum Kabamba, a exposé la nouvelle vision du gouvernement congolais. Une vision qui repose sur un axe fort, faire des ressources minières un véritable moteur de paix, de prospérité et de développement industriel. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, et la coordination de la première ministre Judith Suminwa, la RDC amorce un tournant décisif. Objectif, passer de l'exportation brute à la création de valeurs locales. Concrètement, le pays veut développer les chaînes de valeur des batteries, industrialiser les minerais critiques et structurer durablement l'exploitation minière artisanale. Le tout dans un environnement d'affaires assaini, sécurité juridique renforcée, standards ESG alignés aux normes internationales et lutte accrue contre la fraude. À l'Indaba Mining 2026, la RDC affirme ainsi son ambition de devenir un pôle majeur de transformation minière en Afrique et un partenaire stratégique incontournable des chaînes de valeur mondiales, notamment dans la transition énergétique. En marge du Mining Indaba 2026, la gouverneure Fifi Masuka Saini a présenté aux investisseurs internationaux la vision ambitieuse d'un Lualaba ouvert, compétitif et stratégiquement engagé dans la transition énergétique mondiale. À travers une initiative spéciale dénommée Lualaba Investment Briefing, la province a réaffirmé sa volonté d'attirer des investissements structurants et durables au bénéfice de ses communautés et de tout le pays. En marge de la 32e édition du Mining Indaba, la province du Lualaba a organisé à Cape Town, mardi 10 février 2026, une activité stratégique dénommée Lualaba Briefing d'investissement. Une rencontre de haut niveau consacrée à la promotion des opportunités d'investissement dans cette province stratégique de la République démocratique du Congo. Cette initiative a réuni des investisseurs internationaux, des opérateurs miniers, des acteurs économiques, ainsi que plusieurs personnalités politico-administratives, avec pour objectif de positionner le Lualaba comme une destination attractive, compétitive et ouverte aux investissements au-delà de son identité minière traditionnelle. La gouverneure de la province du Lualaba a présenté une vision ambitieuse et inclusive du développement provincial. Je voudrais, avec déférence et loyauté, républicain, rendre un hommage appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé, sa vision stratégique et son engagement constant en faveur du développement intégral de notre pays. La province du Lualaba a identifié et structuré un pipeline clair et cohérent d'opportunités d'investissement, articulé autour de 5 secteurs, à savoir les mines, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme. À la suite de cette allocution, un panel de haut niveau a réuni des représentants des Glencore, des Kamoa Copper, de la Banque centrale. Ensemble, ils ont partagé leurs expériences, mettant en lumière la rentabilité des investissements, les avantages compétitifs du Lualaba
ainsi que l'environnement économique et financier favorable qu'offre la province. Nous appelons les mondes de pouvoir venir aussi dans les domaines de l'agriculture. Les hommes les plus riches au monde sont des agriculteurs et des fermiers. Donc nous en appelons aussi à ceux qui sont dans les secteurs de l'énergie, énergie renouvelable, énergie hydro, énergie solaire, de pouvoir venir dans la province du Lualaba. Bien avant cela, Fifi Masuka Saini et sa suite ont pris part dans la matinée aux travaux officiels du Mining Indaba au Centre international des congrès du Cape Town, aux côtés de la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba. Dans une déclaration lue ce mercredi à Lubumbashi, la jeunesse de l'association socioculturelle Luanzo Loami Kuba apporte son soutien total au président de la République Félix Tshisekedi, aux institutions du pays ainsi qu'au gouverneur ad interim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Nous, représentants de la jeunesse Luanzo Loami Kuba, avons suivi avec intérêt dans les réseaux sociaux des déclarations lues par certains jeunes de certaines associations manifestement manipulées par des politiciens à mal de repositionnement. Le Luanzo Loami Kuba est une association légaliste qui travaille avec les autorités légalement établies, en commençant par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui nous renouvelons notre attachement et lui rendons les hommages les plus déférents. Il en est de même de son Excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, qui travaille en symbiose avec toutes les communautés. Le Luanzo Loami Kuba va l'accompagner dans ses nobles tâches d'impulser le développement de la province du Haut-Katanga. Le bilan des attaques de la ZADF à Lubero a été revu à la hausse, passant de 15 à 21 personnes tuées dans les villages de Mambimbi, Isigo et Boti. Les assaillants ont également incendié plusieurs habitations et détruit des biens matériels. La société civile du secteur condamne fermement la non-intervention des services de sécurité malgré les alertes préalablement lancées par la population. Ces attaques sont survenues dans un contexte de violence accrue dans la région, avec plusieurs autres incidents meurtriers signalés dans les territoires de Lubero et de Beni. Nous déplorons la continuité des massacres dans la région de Beni-Lubero et maintenant ça s'accentue beaucoup plus vers Lubero, ce qui fait qu'aujourd'hui les populations de Beni, Lubero, Butembo puissent vivre chaque jour la peur au ventre, et parce que l'ennemi est libre, il opère comme quelqu'un qui est libre, il se déplace quand il veut et il tue, il massacre les populations civiles n'importe où, à l'église, dans des maisons, sur les chemins des églises, partout, ou sur les chemins du marché, au champ. Et nous avons perdu plus de 50 personnes au mois de janvier. Et à partir du mois de février, nous avons perdu aussi 9 personnes dans les deux territoires, et les massacres semblent s'installer plus ces derniers temps dans les territoires, dans les localités du territoire de Lubero. Nous avons toujours recommandé aux autorités d'essayer de sécuriser nos frontières. Elles sont tellement poreuses que les ennemis recrutent quand ils veulent, mais aussi la sécurité des endroits déjà libérés. Il n'y a pas de dispositif sécuritaire, on ne sait pas si on manque des effectifs. Donc il y a des problèmes sérieux à terme de prévention, mais aussi de sécurisation après libération. Parce qu'il y a des fois, il y a un travail qui s'est fait, ça on ne doit pas refuser. Il y a des endroits qui sont libérés, qui ont été libérés par les opérations Soudia, à partir des opérations Soudia, bien qu'effectivement je me suis posé la question, pourquoi les résultats c'est toujours dans les couloirs logistiques vers l'Ouganda, Semuli, Kirwenzori, forêt proche de Kasindi. Donc une évaluation
claire doit être faite, pas à Kinshasa, mais avec la population. Ce mercredi, Willy Prince Michiki, député national élu de Walikale, a soumis au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à encadrer les modalités de prélèvement des redevances et des contributions liées aux activités des jeux d'argent et de hasard en République démocratique du Congo. Selon le député, cette initiative se veut un outil efficace pour lutter contre le blanchiment d'argent, un fléau qui menace l'intégrité économique du pays. Nous sommes venus déposer la proposition de loi portant fixation, modalité de prélèvement des taxes de redevances perçues sur les activités socio-économiques liées aux jeux d'argent et de hasard. Comme nous l'avons constaté après une longue recherche, plus de 2 milliards de dollars échappent chaque année à l'État congolais par mauvaise gestion des jeux d'argent et de hasard. C'est un manque à gagner important. Et suite à l'accord signé aux États-Unis le 4 décembre 2025 sur les partenariats stratégiques avec les États-Unis, il nous est recommandé, conformément même aux lois de la République, de pouvoir lutter contre le blanchiment d'argent, le blanchiment des capitaux, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Or, cette masse d'argent qui n'est pas contrôlée par l'État aujourd'hui pourrait être utilisée dans le terrorisme comme aussi dans le blanchiment d'argent. C'est ici que nous avons constaté que notre législation ne répond plus aujourd'hui à pouvoir donner à l'État congolais les moyens de contrôler ce secteur important qui aujourd'hui non seulement fait appauvrir les Congolais par mauvaise gestion, puisqu'il y a des Congolais qui sont devenus accros aux jeux de hasard. Vous allez voir les gens dans les quartiers vraiment modestes en train de parier les jeux sportifs et l'État ne contrôle pas puisque ça a une complexité extraterritoriale. Vous avez vu les jeux en ligne, les jeux de hasard, et ce sont des étrangers qui s'enrichissent sur les dos des Congolais. Avec cette proposition de loi, l'État congolais pourrait aujourd'hui récupérer 2 milliards de dollars, mais aussi sécuriser le circuit de cet argent-là. Voilà l'essence, l'économie de la proposition de loi que nous sommes venus déposer aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale et que nous pensons que cette proposition sera très bien accueillie par nos partenaires américains. L'université de Lubumbashi a accueilli mardi 10 février une importante délégation helvétique conduite par l'ambassadeur Léo Tremblay. Au menu des échanges avec le recteur, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, le projet de création d'un centre suisse d'innovation et de recherche. Au cœur des échanges, le projet de construction d'un centre suisse d'innovation et de recherche au sein de l'université. Après un tête-à-tête stratégique entre les deux personnalités, la délégation s'est rendue aux cliniques universitaires. C'est ici que le cadre de cette visite a été officiellement défini lors d'une allocution de l'ambassadeur devant le corps scientifique. C'est vraiment dans cet esprit de diplomatie scientifique qu'on est en train de réfléchir vraiment à créer un centre suisse d'innovation et de recherche. L'idée étant de pouvoir partager, promouvoir cette expertise et cette excellence suisse, mais aussi dans une idée de pouvoir bénéficier de toutes ces compétences, de toute cette intelligence, de toutes ces connaissances qu'on trouve aussi en abondance ici en RDC. Pour le médecin directeur des cliniques, le docteur Assoumani, cette institution doit être le pivot central du futur projet. Une ambition partagée qui vise à donner un coup d'accélérateur majeur aux activités de recherche dans les différents domaines de la médecine au bénéfice de la population. Le recteur Gilbert Kishiba Fitoula a, pour sa part, souligné les multiples opportunités qu'offre l'UNILU pour concrétiser ses pôles d'excellence. Il a tenu à inscrire cette démarche dans la vision du chef de l'État, laquelle place l'éducation au sommet des priorités pour une formation intégrale et intégrée de l'homme congolais. Mais cette visite
elle est d'or en fait, parce que elle sera écrite en lettres d'or justement dans l'histoire de cet endroit ainsi que dans l'histoire de notre université, dans l'histoire, disais-je, de notre pays. Impressionné par la qualité du matériel et des soins lors d'une visite guidée, la délégation suisse a conclu cette journée par la signature du livre d'or au Salon Royal. Un échange de cadeaux symboliques est venu sceller ces nouveaux chapitres de l'amitié helvético-congolaise. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, la prison centrale, longtemps menacée par les érosions, va bientôt recouvrer sa protection grâce aux travaux de réfection qu'effectue l'Office des routes sur une partie de la route nationale numéro 5 passant par l'avenue Route Makala. L'avenue Route Makala dans la ville de Kalemi respire l'espoir de renaître après plusieurs années de fortes érosions ayant affecté les tronçons post-bureau de la cité, menaçant d'écroulement la prison centrale de Kalemi. L'Office des routes, par le leadership de son directeur général, professeur Jano Kikangala, impulsé par le ministre des ITPR Banzalunda John, s'aligna dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé à travers la brigade 602 de la direction provinciale de l'Office de route Tanganyika, que dirige Pati Obada, les travaux de réfection de cette route pour notamment protéger la prison centrale de Kalemi. Les travaux de fouilles en prélude du lancement officiel étant déjà amorcés, le chef de la brigade 602 de l'office de route, l'ingénieur Boye Kembo Patrick, donne la quintessence du projet. Nous sommes dans le cadre du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 5. On commence du poste jusqu'au PK 1+200. Donc, le projet sera de construire une route en chaussée rigide, ça sera en béton, et puis on va aménager les abords de la prison. L'ingénieur Kile Sekie Hardy, chef de division technique à la direction provinciale de l'Office de route Tanganyika, décrit les spécificités techniques des travaux attendus à cet endroit. La route sera érigée sur une longueur de 1,2 km et le pont qui sera érigé ici au niveau de la prison aura une portée de 12 mètres et en même temps nous allons protéger les remblais du domaine de la prison par des murs de protection. Un projet financé par le Trésor public avec le contrôle technique du BTC qui donne espoir à tous les habitants des avenues Route Makala, Luchimba, Jardin et autres privés de circulation des véhicules depuis plus de 30 ans. En cette première phase, la prison centrale de Kalemi reste la cible urgente des protections suite aux menaces que subissent ces murs et le pont qui s'était écroulé, exposant ainsi à des risques d'évasion des détenus. Écho des partis politiques, les hauts cadres récemment nommés de la FDC ont eu une séance de travail d'orientation. Les échanges ont également permis aux participants de partager leur première expérience et de venir définir les priorités pour les mois à venir. Cette séance de travail d'orientation impulsée par l'autorité morale du parti, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en faveur des hauts cadres récemment nommés, avait pour objectif principal de baliser le chemin de la nouvelle équipe dirigeante de l'AFDC et d'harmoniser les méthodes de travail. Bien qu'absent du pays, le chef du parti était valablement représenté par le vice-président national Hilaire Bassoussa. Dans son intervention, ce dernier a insisté avec force sur la nécessité de préserver l'unité et la discipline au sein de l'AFDC, gage selon lui de la solidité et de l'efficacité de l'action politique du parti. Nous allons nous inviter à une cohésion. C'est la première chose que nous devons faire. La cohésion s'avère indispensable. Unis, on est fort, mais si nous ne sommes pas unis, vous devez savoir que vraiment nous allons perdre la vitesse. Pour que demain après-demain, les partis soient plus forts qu'avant. Et nous devons tout faire pour que 2026, les partis soient plus forts qu'avant. Le secrétaire général de la FDC, Guy Richard Malongo, reconduit à ce poste, se dit confiant aux dispositions de la haute autorité et son équipe est prête à travailler pour renforcer les rangs du parti de la OU. Comme vous l'avez constaté, tout le monde était présent et les orientations sont bien passées et nous nous mettons déjà au travail pour les prochaines étapes. Pour ce cadre, cette réunion d'orientation et de prise de contact est un go donné par le chef afin de revoir à la hausse les ambitions de leur formation politique. Cette bénédiction va nous permettre de pouvoir faire avancer les partis
parce que notre objectif, ce n'est pas que d'être la deuxième force politique. Nous travaillons pour être demain après-demain la première force politique. C'est dans cette optique-là que tout a été fait et nous pensons que nous allons apporter notre manière de faire, une bonne manière. Les échanges ont également permis aux participants de partager leur première expérience, l'édification sur les défis à relever et de définir les priorités pour les mois à venir. Une rencontre qui marque ainsi le démarrage effectif du travail de terrain pour cette nouvelle équipe déterminée à retrousser les manches et à répondre tant aux attentes de la base qu'aux défis politiques du pays. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Vive tension autour du dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. La SENCO et les CC sont accusés de sabotage par la plateforme des confessions religieuses, tandis qu'elles défendent une inclusivité élargie à tous les acteurs du conflit, y compris les groupes armés. Le bilan des attaques des ADF à Lubero passe à 21 morts dans le secteur de Bapéré, des maisons incendiées, des biens détruits et une vive indignation de la société civile face à la non-intervention des services de sécurité dans un contexte de violence persistante dans la région. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.